Le Premier ministre en séjour à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins a rendu visite aux autorités religieuses et coutumières de cette localité. Yacouba Isaac Zida compte sur elle encore pour une transition réussie au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui produit et exporte beaucoup le sésame, mais la qualité de ce produit ne lui permet pas d'occuper une bonne place sur le marché mondial. Les acteurs de la filière échangent à Koudougou dans l'espoir de changer cette situation. Et puis il y aura une page entretien dans ce journal. Nous recevrons le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Avec lui, nous parlerons de la journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu demain 1er décembre. Bonjour, mesdames, messieurs, et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Pour commencer, rendons-nous dans les Hauts-Bassins où le Premier ministre a rencontré hier dans la soirée les autorités religieuses et coutumières de la ville de Sia. Yacouba Isaac Zida est allé traduire à ces autorités sa reconnaissance pour leur soutien multiforme durant la crise qu'a connue le Burkina Faso. Le Premier ministre leur a une fois encore demandé de l'accompagner pour que la transition au Burkina Faso soit une réussite. On fait le point avec Sanoua Christine Koulibaly. Par la voix du gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Yacouba Isaac Zida avait promis de rencontrer dans un bref délai les leaders coutumiers et religieux de la ville. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le chef du gouvernement a voulu, par ses visites, traduire toute sa reconnaissance à ses leaders moraux pour leurs contributions diverses au désamoncement de la crise et à l'apaisement des cœurs. Nous sommes venus d'abord leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour notre nation à travers la ferveur dans la prière. Nous savons que les événements que nous avons connus ne les ont pas laissés indifférents. Ils ont certainement beaucoup prié pour notre nation. Ils ont été porteurs de messages de paix dans leur entourage et nous savons que cela a fortement contribué à apaiser la situation. Nous sommes venus donc leur dire merci au nom du président Michel Kafando. Je dis merci à notre nom propre, à celui de tout le gouvernement et au nom aussi de tout le peuple burkinabé, leur dire toute notre reconnaissance, notre gratitude et aussi leur demander de continuer de nous accompagner. Tout en lui assurant cet accompagnement, ces autorités morales ont lancé un appel à la population à être plus réaliste dans ses attentes quant à la transition. Nous n'avons pas attendu que le Premier ministre vienne à Bobo pour commencer. Et dès dimanche, nous avons organisé une conférence pour expliquer la charte de transition et son sens et sa portée. Nous avons traduit la charte en arabe pour permettre à l'ensemble des imams et de nos prêcheurs pour qu'ils aient l'information. Et nous allons continuer à organiser, à sensibiliser et à former les fidèles autour de la transition pour qu'on puisse accompagner la transition jusqu'au bout. Moi j'ai des craintes. Et les craintes, c'est qu'on veut leur faire réaliser ce qu'ils ne peuvent pas réaliser. Et ils sont venus pour faire une transition et il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc leur objectif, c'est de préparer à des élections libres pour que les politiques et les forces vives puissent s'engager dans la transformation. Ce n'est pas à eux, je crois, il ne faut pas qu'on leur demande trop. Avant de reprendre la route, prières et bénédictions ont été une fois de plus faites pour une transition réussie au Burkina Faso. Et puis ce dimanche matin, le Premier ministre et les membres de sa délégation sont allés visiter le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso. Il a traduit ses encouragements aux agents de santé de cette structure sanitaire. Yacouba Isaac Zida a aussi fait un tour au palais de justice de Bobo-Dioulasso. Encouragement également du Premier ministre au personnel de ce service qui a subi des saccages lors des événements de fin octobre. Le reportage de Moumouni Barou. Le Premier ministre Isaac Zida au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso. Aussitôt accueilli, il s'est rendu aux urgences pour s'enquérir des conditions de travail des agents. Le Premier ministre ne pouvait pas repartir sans faire un détour dans un autre lieu sensible, la morgue. Une morgue qui, à plusieurs moments, a suscité inquiétude et indignation au sein de la population bobolaise. Avant de quitter l'hôpital, le visiteur du jour a rassuré les agents que les mesures seront prises sous peu afin qu'ils travaillent dans des conditions acceptables pour une meilleure prise en charge des malades. Cette visite, nous l'avions envisagée depuis un certain temps parce que Bobo, en tant que deuxième ville du pays, mérite toute notre attention. Et donc, nous sommes venus
nous entretenir avec les forces vives de la nation pour les inviter à adhérer au processus de transition dans lequel nous sommes engagés. Nous savons que la ville de Bobo a beaucoup d'attentes, beaucoup de préoccupations qui nous ont été d'ailleurs soumises hier lors de l'entretien. En tout cas, pour ce qui est de notre part, notre gouvernement fera tout ce qui est en son possible pour rendre la vie acceptable à Bobo-Dioulasso, pour travailler afin qu'on ne dise plus que Bobo est une ville délaissée, mais que c'est une ville qui vraiment joue son rôle de capitale économique. À l'issue de cela, nous avons rendu une visite de courtoisie aux responsables coutumiers et religieux pour les remercier d'abord pour ce qu'ils ont fait avant, pendant et après les dates du 30 et 31 octobre. Nous savons qu'ils ont beaucoup prié pour nous et il était tout à fait indiqué que nous venions leur dire merci pour cela, leur demander de continuer de transmettre un message d'apaisement au sein de leur communauté et aussi nous accompagner toujours par des conseils et par des prières. Ce matin, nous sommes allés visiter l'hôpital Sanou Soulou. Vous n'ignorez pas que cet hôpital a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous pensons que les conditions dans lesquelles les malades sont reçus sont véritablement exécrables. Et dans un pays 21e siècle, cela est inadmissible. Nous pensons qu'au niveau du ministère, il y a un projet de construction d'un nouvel hôpital à Bobo-Dioulasso. Mais avant cela, nous allons donner des instructions fermes pour que le plateau sanitaire de l'hôpital, le plateau technique de l'hôpital Sanou Soulou soit amélioré. Il faut que les services fonctionnent correctement. Nous avons pu visiter la morgue et nous pensons que pour des personnes qui sont décédées, les accueillir dans ces conditions-là ne fait pas vraiment bien, ce n'est pas honorable, ce n'est pas digne. Et nous pensons qu'il faut rapidement travailler à réfectionner cette morgue-là pour que les personnes qui sont décédées, nous puissions leur rendre un dernier hommage digne de cela. Le palais de justice de Bobo-Dioulasso a lui aussi été visité. Là, les stigmates de l'insurrection populaire sont encore visibles. La plupart des bâtiments sont presque en ruine et les documents et autres biens ont été tout simplement calcinés ou emportés. Nous sommes au palais de justice pour voir les dommages qu'ils ont connus lors des événements. Nous nous rendons compte qu'il y a une trentaine de bureaux environ qui ont été brûlés, ce qui veut dire que le palais n'est plus fonctionnel. Et nous avions d'ailleurs avant aujourd'hui donné des instructions pour que des nouveaux bâtiments soient loués et mis à la disposition du personnel pour qu'ils puissent continuer de travailler parce qu'ils sont à la justice. Nous ne pouvons pas en tout cas imaginer une société qui fonctionne. En fin de séjour à Bobo-Dioulasso, le Premier ministre Isaac Zida a mis le cap sur la cité de Bankui, à entendre par là la ville de Dédougou pour constater de visu l'avancement des travaux à quelques jours seulement de la fête du 11 décembre. Et puis ce communiqué avant de poursuivre, mesdames et messieurs, les membres du Conseil national de la transition CNT sont informés que la séance plénière aura lieu le mardi 2 décembre 2014 à 16h au lieu de 10h dans la salle de l'hôtel des députés. C'est un communiqué signé du président Moumina Chérif Sy. Et puis nous sommes à moins de 2 semaines de la célébration du 11 décembre, la fête nationale du Burkina Faso. Vous le savez déjà, c'est la ville de Dédougou qui va abriter l'événement. Et à en croire le comité régional d'organisation, tout est prêt pour que la fête se passe bien. Le président de ce comité a fait aux hommes des médias le point des préparatifs de l'État et l'état des lieux des différentes réalisations. Le reportage de Siriki Milogo. Permettre aux différents acteurs du Nayala de savoir plus sur la décentralisation, ses enjeux et ses défis, c'est l'objectif visé à travers cette conférence sur le rôle et la responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso. Constitué à majorité de jeunes, le public a suivi avec intérêt les 3 exposés sur le thème. Nous avons connu une participation vraiment pleine et entière, une participation riche en contributions, riche aussi en discussion et en débat, riche en réponses apportées aux préoccupations des participants. Afin de permettre au public de mieux connaître les tenants et les aboutissants de la décentralisation, le thème central a été subdivisé en 3 sous-thèmes. Axé sur la décentralisation, le premier panel a permis aux participants de savoir le bien fondé de ce mode de développement. Grâce au deuxième intervenant, le public a pu s'imprégner du rôle des pôles de croissance dans l'émergence. Selon le conférencier, la boucle du monde disposera bientôt d'un pôle de croissance. Pour la boucle du monde, on a déjà en perspective l'agropole du Sourou, le pôle de croissance en perspective
pour le Sourou, donc, doit pouvoir effectivement permettre de pouvoir aussi booster la production agricole. La dernière communication sur les appuis de l'État aux collectivités a permis à l'Assemblée de mesurer les efforts de l'État. Pour les premiers responsables du Nayala, cette conférence vient à point nommé. Cette conférence arrive au moment où les conseils municipaux ont été dissous. Donc les populations avaient surtout besoin de savoir quel est le rôle de ces conseils et de ces délégations sociales qu'on est en train de mettre en place. Le processus de décentralisation est en marche au Burkina Faso depuis 1995. Voilà, vous venez plutôt de suivre un élément sur la conférence provinciale sur la décentralisation tenue dans la province du Nayala. Et nous reviendrons donc sur le point des préparatifs du 11 décembre dans nos prochaines éditions. L'association de lutte contre la maladie à virus Ebola a officiellement lancé ses activités hier à Ouagadougou. Et comme première activité, cette association a organisé une conférence publique à l'endroit de la jeunesse. Et au cours de cette conférence, les jeunes ont été particulièrement sensibilisés sur les mesures à observer pour éviter la maladie à virus Ebola. Le reportage de Nathalie Sawadgo Nabaloum. Ebola est une maladie rare à mort qui est en Afrique de l'Ouest. C'est une maladie qui tue. Je te dis, mais qui tue plus que le sida. Un sketch pour démarrer les activités de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Agir en appui aux autorités compétentes en matière de lutte contre cette terrible épidémie qui continue de faire ravage dans la sous-région tout en relayant les campagnes de sensibilisation. Tel est l'objectif visé par l'association de lutte contre le virus Ebola. Par cet objectif, l'association affiche déjà ses ambitions. Et cette rencontre aujourd'hui, c'est pour le lancement officiel des activités, pour montrer à la population que nous allons sortir, nous allons entrer dans les rues, nous allons être dans les gares, nous allons être partout et nos membres seront partout pour faire la sensibilisation en quelque sorte pour lutter contre le virus Ebola avec plusieurs manières. Pour cela, l'association de lutte contre le virus Ebola a sollicité l'accompagnement des personnes ressources dans cette lutte. On les a dit d'abord d'être alerte, d'être à l'écoute et d'avoir un changement de comportement, c'est-à-dire d'adopter correctement les mesures quotidiennes. Chaque fois, c'est laver les mains. Quand vous saluez quelqu'un, quand vous allez au marché, vous rentrez en classe, vous retournez à la maison. Après les toilettes, c'est des mesures, c'est des gestes simples mais efficaces pour barrer la route au virus. Message bien reçu par les participants. Cette conférence nous a permis de connaître la maladie du virus Ebola et on nous a aussi sensibilisés sur les méthodes de prévention, comment éviter la maladie et on nous a aussi montré comment se laver les mains. Lorsqu'on a des informations concernant Ebola aussi, il y a le numéro vert qu'on peut appeler pour qu'ils puissent nous aider. Le numéro vert c'est le 80 00 11 20. L'association a été créée le 10 octobre 2014 et reconnue officiellement le 18 novembre dernier. Elle œuvre pour le bien-être de la population. À l'occasion, des kits et des affiches ont été remis à certains responsables. Voilà, je vous disais en titre, nous recevons dans ce journal le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Bonjour, Monsieur Didier Bakwa. Bonjour. Voilà, vous êtes là dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, une journée commémorée le 1er décembre de chaque année. Alors, avant de parler même des activités entrant dans le cadre de cette journée, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui la situation du VIH-Sida au Burkina Faso? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la télévision nationale de nous donner cette opportunité pour une fois de plus appeler à une mobilisation plus accrue autour du VIH. En effet, au Burkina, les premiers cas ont été signalés aux environs de 1986 et depuis lors, la prévalence n'a fait que croître pour plafonner en 1997 autour de 7,7. Et après, ça a commencé sa décroissance pour qu'en fin 2012, nous soyons à 1 point. Cependant, nous avons encore près de 110 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida et il y a encore des comportements qui font qu'il y a plus de 6 100 personnes, nouvelles infections au cours de l'année 2013. Alors, nous sommes dans un contexte où l'actualité au plan sanitaire est marquée par la maladie à virus Ebola et on est tenté de se demander si aujourd'hui le sida doit être considéré encore comme une priorité sanitaire. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, merci. Je crois que les deux épidémies sont totalement différentes. C'est vrai qu'elles ont toutes pour origine un virus. Les deux virus viennent des animaux, après se transmettent à l'homme et maintenant d'homme à homme, ça continue. Mais c'est là que ça s'arrête à peu près les différences. Et le virus à Ebola est un virus virulent, mortel, sans traitement et c'est une épidémie courte. En un mois, vous avez la maladie, vous faites l'incubation et puis vous guérissez ou vous mourrez. Contrairement au virus du sida, qui est un virus lent, qui progresse lentement dans l'organisme, qui peut être maîtrisé, donc qui réduit la mortalité. Mais les deux aussi ont ceci, c'est que le changement de comportement réussit à arrêter la maladie. Donc dans tous les cas, ce n'est pas une priorité, un choix à faire. Les deux épidémies sont prioritaires pour le pays et il faut travailler à les vaincre. D'accord. Alors, cette journée est commémorée demain, 1er décembre, demain lundi. Donc, est-ce qu'il y aura une cérémonie officielle? Quelles sont les principales activités qui sont prévues à cet effet? Oui, et comme d'habitude, nous aurons une cérémonie officielle qui lance vraiment le départ de la sensibilisation pour la journée. Cette cérémonie se tiendra dans la province du Tuy à Yaoundé, parce que c'était ce qui a été choisi en 2013 pour ceci. Donc, avant le premier, le week-end, il y a eu des manifestations socioculturelles et sportives et des conférences pour sensibiliser les uns et les autres sur cette journée. Et demain, c'est le clou de la manifestation. Mais en raison de la situation nationale, ce sera une manifestation à minima. Elle sera sous la présidence du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Et en plus des activités sportives telles que la course cycliste, nous aurons maintenant les différentes interventions pour resituer la réalité du virus. Puis ensuite, nous aurons des décorations parce que le gouvernement a bien voulu autoriser que l'on puisse reconnaître certaines structures ou personnes qui ont vraiment travaillé intensément dans le cadre de la lutte contre le sida. Et enfin, nous allons passer le témoin à la région du centre-est qui, elle, va abriter la GMS 2015. Ok. Et quel est le thème qui a été retenu cette année? Le thème que nous avons retenu, c'est Objectif 0, 0 nouvelles infections parmi les jeunes de 15 à 24 ans. D'accord. Alors, on sait que cette journée est sans doute aussi une occasion pour envisager des actions futures contre le VIH. Selon vous, quels sont les défis à relever au niveau du Burkina Faso face à la pandémie? Oui, et je vous disais tantôt que nous avons mis l'accent sur les jeunes parce que, comme vous avez vu, il y a au moins 6100 nouvelles infections et c'est en grande partie des jeunes. Donc, nous disons que le changement de comportement doit les concerner et c'est un défi important. Quand on regarde le faciès épidémiologique dans notre pays, on peut situer des épidémies liées sur le plan spatial, à la répartition géographique. Il y a au moins 5 provinces qui ont des prévalences qui sont au-dessus de la moyenne nationale. Et il y a des groupes de population qui, de par leur comportement ou leur profession, sont plus exposés. Donc nous allons aller vers le ciblage de ces groupes-là, prioriser les interventions pour que nous puissions, dans le cadre de la rareté des ressources, atteindre nos objectifs. Parce qu'on s'est fixé pour 2020 les objectifs de l'ONU-SIDA qui sont 90% de personnes infectés qui connaissent leur statut, 90% de ceux qui connaissent leur statut doivent avoir le traitement et 90% de ceux qui sont sous traitement ne doivent pas être infectants. Okay. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les régions qui sont les plus touchées et les groupes qui sont également les plus concernés? Oui, nous avons par exemple la région du centre-ouest qui a une prévalence autour de 1,7%. Vous avez la région du... J'ai enlevé les villes parce que les villes de Ouagadougou et de Bobo sont les villes où la prévalence est la plus infectée. Vous avez les Cascades qui ont une prévalence autour de 1,2%. Vous avez la région du sud-ouest qui a une prévalence aussi autour de 1,2%. Et contrairement, nous avons des régions qui ont des prévalences très faibles. C'est notamment le Sahel qui a une prévalence autour de 0,3%. Donc, vous voyez, il faut qu'on cible et qu'on priorise parce que nous n'avons que 70 000 personnes qui connaissent leur statut sur les 110 000 que nous attendons. Nous avons 43 000 qui sont sous traitement alors qu'on aurait voulu 10% de ces 70 000 personnes. Et nous avons ceux qui sont en stade non infectant qui sont très faibles dû à l'inobservance au traitement et à une faible éducation thérapeutique. Donc, c'est des objectifs importants. Ok, et juste par rapport aux groupes socio-professionnels qui sont les plus concernés? Oui, les groupes socio-professionnels et même les populations, vous avez d'abord les femmes.
Quand on regarde le faciès, nous avons 1,2% parmi les femmes qui ont le VIH contre 0,8% chez les hommes. Et vous avez suivant les comportements, les travailleuses du sexe qui ont une prévalence qui tourne autour de 16%. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui ont une prévalence assez élevée. Vous avez les détenus, vous avez les orpailleurs et certains migrants. Alors pour terminer, M. Bakwa, quel message vous lancez à la population à l'occasion de cette journée que, je rappelle, sera célébrée demain 1er décembre? Merci. Je crois que le message va aller dans deux axes. Le premier, c'est mobiliser davantage autour de la lutte contre le sida. Parce que notre priorité étant de cibler, et nous avons aussi un problème important qui est celui de la raréfaction des ressources. Donc, il faudrait que nous puissions avoir une mobilisation plus importante des ressources pour la lutte contre le VIH-Sida. Donc nous appelons tout le monde, tous ceux qui peuvent nous aider dans le cadre de financement de la lutte contre le sida, de contribuer à cela parce que à l'heure actuelle, il y a des problèmes. Le deuxième axe, c'est mettre au moins toutes les structures de lutte contre le sida à la disposition du ministère de la Santé pour arrêter l'introduction du virus Ebola dans notre pays. Nous leur donnons comme instruction de tous se mettre en contact avec les différents services de santé avec l'objectif pas de cas d'Ebola dans notre pays. Okay. Merci beaucoup, M. Bakwa, d'être passé sur notre plateau pour nous parler de la situation du VIH-Sida au Burkina et principalement de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Merci aussi de rester avec nous pour la suite du journal. Et on reste dans le chapitre santé pour parler d'une autre journée commémorée le 19 novembre de chaque année. Il s'agit de la journée mondiale des toilettes. Cette journée est une occasion pour sensibiliser les populations sur la nécessité de disposer de toilettes et surtout de les utiliser. Dans la province du Bam, cette journée a été commémorée en différé hier samedi et à l'occasion, l'ONG Plan Burkina a remis du matériel pour encourager l'utilisation des toilettes par les populations. Le reportage de Aruna Mari. Des latrines pour tous. C'est le message à retenir de la journée mondiale des toilettes célébrée ici en différé à Riligo dans la commune rurale de Rouko. 2,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux toilettes. Au Burkina, 80% de la population en zone rurale est concernée. Cette année, la journée est placée sous le thème « Égalité et dignité » avec un slogan un peu plus clair. Nous ne pouvons attendre. Il faut d'abord saluer la tenue de cette journée qui est une journée de plaidoyer et de sensibilisation de nos communautés. Nos communautés, en milieu rural notamment, ont un besoin d'assainissement. 4 communautés du BAM, 4 communautés du Kouritenga ont massivement adhéré à cette philosophie d'assainissement. Dans les provinces du Kouritenga et du BAM, l'ONG Plan Burkina s'investit contre la défécation à l'air libre. Rilgo et 7 autres villages de ces 2 provinces disposent désormais de latrines grâce au projet d'amélioration de l'accès aux services d'assainissement durable PASSAD. Au cours de la cérémonie, l'accent a été mis sur la sensibilisation à travers sketchs et jeux sur l'hygiène et l'assainissement. L'ONG Plan Burkina en a profité pour récompenser les meilleures communes et villages. Au niveau des communes qui se sont illustrées, le prix est de 320 000. Et au niveau des villages qui se sont illustrés, le prix est de 300 000. Et nous avons en plus de ceux qui ont reçu des prix à travers les concours, les villages que nous avons pu accompagner et qui aujourd'hui peuvent vraiment dire qu'ils sont zéro défécation à l'air libre. Donc on a 8 villages dans ce lot qui ont aussi des bons d'enlèvement qui vont venir prendre leur prix et le prix fait 300 000 francs par village. Mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici à 2025, c'est un des combats des Nations Unies. C'est dans ce sens qu'elle a institué en 2013 la Journée mondiale des toilettes. Des techniciens de laboratoire ont bouclé une formation de 3 semaines hier vendredi à Ouagadougou. La formation a porté sur la manipulation des équipements des laboratoires dans les formations sanitaires. Les bénéficiaires de cette formation devront désormais mieux contribuer au traitement et au suivi des malades. C'est une formation organisée par la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale SOGEMAB. Le reportage de Bouma Ernest Nebi. Permettre aux techniciens de laboratoire des formations sanitaires du Burkina de maîtriser l'utilisation de leur matériel de travail,
C'est l'objectif de cette formation organisée par la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale SOGEMAB en collaboration avec CLB et une société de distribution de matériel hospitalier. Il est reconnu que le manque de formation des utilisateurs, de ceux qui sont chargés de la maintenance des équipements, est source de non-fiabilité des résultats des examens, donc mauvaise santé des populations, des guérisons retardées, ce qui entraîne des coûts pour l'individu, pour les ménages et pour l'État. Mais il est démontré aussi que le manque de formation des utilisateurs est cause de détérioration précoce des équipements, parce que, évidemment, certains estiment que 80 à 90% des pannes sont dues en fait à la mauvaise utilisation. Et le personnel est bien content d'être impliqué, d'être concerné par ces formations. Je pense que c'est tout le système de santé qui y gagne. Pour cette formation, les deux sociétés ont fait appel aux fabricants de ce matériel venu d'Europe et plus précisément de l'Allemagne. Nous formons les utilisateurs sur les équipements de laboratoire, essentiellement de la biochimie, de l'hémato, de l'immunologie. Mais pour ce cas précis, ça concerne essentiellement les équipements de biochimie. Pour l'exemple, c'est le Humastar 600 qui est un automate de biochimie de gros gabarit qui fait 600 tests à l'heure, qui sont destinés essentiellement pour les centres de recherche et les CHU. Nous avons également les Humastar 200 qui sont des plus petits gabarits destinés aux centres médicaux et aux CHR. Nous avons également des analyseurs de ionogrammes, nous avons des analyseurs de gaz de sang, nous avons des glucomètres, nous avons une gamme complète d'équipements destinés au laboratoire. Pour les 46 participants venus entre autres des CHU et des CHR du Burkina, ce matériel n'a plus de secret pour eux. Ces 3 semaines de formation leur ont permis de maîtriser son utilisation. Nous avons reçu un transfert de compétences et de connaissances venus d'ailleurs. Nos formateurs venant de l'Éthiopie et de l'Allemagne, nous avons pu, pour les appareils dont ils nous ont livrés, reçu vraiment une formation capitale de base sur l'utilisation de ces appareils. Le laboratoire est un maillon essentiel dans le diagnostic et le suivi des malades dans les formations sanitaires. C'est pour cela que les participants ont souhaité la pérennité de ce genre de formation pour son bon fonctionnement. Le sésame est le deuxième produit d'exportation agricole après le coton au Burkina Faso, mais malheureusement, la filière rencontre d'énormes difficultés. À Koudougou, dans le centre-ouest, les producteurs et les exportateurs de sésame échangent sur les stratégies à adopter pour assainir la filière sésame au Burkina Faso. La rencontre a été initiée par le ministère en charge de l'agriculture et les structures partenaires. À Koudougou, le reportage de Isaïe Parkouda. La filière sésame au Burkina Faso constitue un potentiel économique très important et concerne environ 1 500 000 personnes. Et comme culture de rente, le sésame burkinabé est beaucoup prisé sur le marché international. La Chine à elle seule absorbe 700 000 tonnes par an et les recettes annuelles issues des exportations sont estimées à plus de 45 milliards de nos francs. Cependant, la filière rencontre aujourd'hui des difficultés d'exportation liées à l'insuffisance d'encadrement des producteurs, et la présente rencontre des acteurs s'inscrit dans la logique du respect des bonnes pratiques et des exigences du marché international. Ces temps-ci, il y a à peu près 3-4 mois, le sésame burkinabé a été refoulé principalement vers le Japon, dû en fait à un taux élevé de pesticides dont il nous était apparu nécessaire déjà que nous puissions prendre les dispositions pour veiller à ce que cette année, l'ensemble de notre sésame qui sera exporté n'ait pas de problème, notamment à l'entrée de ces pays. Les producteurs, les exportateurs et les partenaires, bref, tous les acteurs de la chaîne se penchent donc sur les stratégies nouvelles à mettre en place pour le rayonnement de la filière sésame. Et dans cette nouvelle vision, la mise en place d'un fonds commun sésame et une bonne organisation des acteurs s'avère nécessaire. Nous avons vu qu'il y aura des cahiers de charges parce qu'il ne faut pas que tout le monde puisse exporter. Il n'est pas exportateur qui veut, mais exportateur qui peut. Le défi de la qualité du sésame incombe à tous les acteurs de la production. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, échangeant avec les producteurs, brandit le cahier des charges pour l'exportation du sésame. C'est un document de 55 articles en plus de son préambule
qui vise à assurer les meilleures conditions et des dispositions pour l'exportation du sésame de bonne qualité. Restons à Koudougou où des étudiants de l'université de cette ville ont tenu une conférence de presse hier vendredi. Ces étudiants dénoncent ce qu'ils appellent une injustice dont ils seraient victimes lors des concours de la fonction publique. Ces concours ne tiendraient pas compte des diplômes délivrés par l'université de Koudougou qui applique le système licence, master, doctorat. Plus de précisions avec Jonas Wemba. Les étudiants de l'université de Koudougou plaident pour une harmonisation entre les diplômes délivrés dans le cadre du système licence, master, doctorat, LMD, et ceux requis pour les concours de la fonction publique et qui relèvent du système classique. C'est une préoccupation qu'ils ont dévoilée lors de cette rencontre avec les journalistes. En effet, selon leur porte-parole Amadé Nakanabo, le déphasage des diplômes empêche aujourd'hui des étudiants de postuler à des concours niveau deuxième année sans la licence, de même qu'à des concours niveau maîtrise sans le master. Au regard de la situation, nous interpellons le gouvernement de la transition dans sa vision de lutte contre l'inégalité et l'injustice à travers les ministères de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale et celui des enseignements secondaires et supérieurs à prendre des mesures afin que tous les étudiants qui sont dans le système LMD à l'issue de la validation des 4 premiers semestres participent au concours niveau Bac plus 2 à partir de la session de 2015. Également, tous les étudiants après la formation des masses qui aboutit à la licence LMD puissent prendre part à tous les concours cycle A de la fonction publique à partir de la session de 2015, selon leurs spécificités. Les étudiants avaient déjà déposé leurs revendications le 23 juin dernier auprès des autorités universitaires et celles des enseignements secondaires et supérieurs de la région du Centre-Ouest. Ils entendent par la présente démarche bénéficier des mesures transitoires qui prennent en compte leurs préoccupations.